Parmi les méchants de l'univers Transformers, l'un des plus emblématiques est bien évidemment Shockwave, ce Decepticon cyclope, toujours à la tête de plans plus fous les uns que les autres pour la cause Decepticon ou simplement ses projets personnels. Si vous avez vu certaines de mes précédentes vidéos, vous savez qu'à mes yeux, il est le meilleur antagoniste de la franchise, car on ne sait jamais à quoi s'attendre avec lui, même s'il ne reste en apparence guidé que par une chose, la logique et des calculs minutieux. C'est pour cela que j'ai eu envie de faire cette vidéo aujourd'hui, pour vous parler de certaines des choses les plus folles qu'il a pu faire à travers le multivers Transformers. Entre plans durant sur des millions d'années et pouvoirs divins, préparez-vous à plonger dans l'esprit du Decepticon le plus dérangé, mais également le plus intelligent de tous. Si cette vidéo vous plaît, n'oubliez pas de me le faire savoir en laissant un petit pouce bleu, en particulier si vous souhaitez un deuxième épisode, car croyez-moi, il en a fait des dingueries le petit Shockwave. Oh que oui! Bon, on commence en douceur. Vous le savez, la version de Shockwave apparue à l'écran dans Transformers Dark of the Moon en 2011 est une bien piètre adaptation du personnage. Temps d'écran minime, quasiment aucun dialogue et mort expédiée. Bref, j'ai déjà fait une analyse là-dessus. Mais il est temps de remettre un peu de respect sur ce Shockwave. Non pas pour ce qu'il fait dans le film, car ça reste toujours mauvais, mais plutôt pour tout ce qu'il fait en dehors et tout ce qu'on sait sur lui en dehors. Déjà, un truc que le film montre mais qui n'est pas expliqué, c'est le fameux Driller, le ver cybertronien de Shockwave. Il lui obéit au doigt et à l'œil. C'est à la fois son moyen de transport, son arme la plus puissante et son animal de compagnie en quelque sorte. Mais donc, il faut prendre la mesure de cela. Il a trouvé un moyen de domestiquer l'un des spécimens les plus dangereux de la planète Cybertron. Un spécimen rencontré pour la première fois aux côtés de son chef Megatron avant la guerre. Là où tout le monde trouvait le Driller horrible et menaçant, Shockwave trouvait au contraire ce dernier magnifique. On ne sait pas si c'est exactement ce spécimen-là qu'il a réussi à domestiquer, mais peu importe, c'est un exploit, presque une folie, d'avoir ne serait-ce que tenté une telle chose. Mais ce n'est pas tout. Dans les comics préquels à Dark of the Moon, Shockwave est ironiquement 1000 fois plus intimidant et menaçant que dans le film. Il fait le ménage dans les rangs Autobots, tuant nombre d'entre eux, notamment Jolt, Elita One et plusieurs autres, et même côté humain, il a tué le directeur Galloway. Ouais, lui là, il se fait pulvériser par Shockwave. Bon, pour le coup, bien joué. Même pour ce qui est du background, plusieurs éléments assez cool peuvent être trouvés. Déjà, dans pas mal de médias, Shockwave est lié de près ou de loin à la Russie ou à l'URSS. Il s'est en effet écrasé sur Terre au début du XXe siècle, provoquant la catastrophe de Tunguska, un véritable événement arrivé en 1908 en Sibérie, où quelque chose, a priori une météorite, se serait écrasé, causant des dégâts considérables et provoquant une onde de choc sans précédent. Shockwave a ensuite été récupéré par les soviétiques, de la même façon que Megatron par les États-Unis, et ces derniers ont également basé nombre de leurs technologies dessus, y compris leurs réacteurs nucléaires. De même, la première apparition de Shockwave dans Dark of the Moon se fait à Tchernobyl, dans l'ex-URSS, l'Ukraine d'aujourd'hui. Même chose dans le jeu vidéo de Dark of the Moon, où on le retrouve au milieu d'une structure militaire russe, à proximité de laquelle les Decepticons ont établi leur quartier après la bataille en Égypte. Alors, dans le genre cocasse, on peut aussi parler de The Last Knight. Bon, évidemment, ça envoie valser la timeline, mais il y a quand même 2-3 trucs marrants. On peut notamment voir Shockwave sur un tableau, et pas n'importe lequel. En effet, il se trouve sur The Triumph of Death, une peinture datant de 1562, montrant les effets de la peste noire en Europe. Est-ce que, dans la timeline du Bayverse, Shockwave a causé la peste noire ? Après tout, ça ne serait qu'une de ses expériences peut-être. D'ailleurs, déjà à l'époque de Revenge of the Fallen, on peut voir un petit papier journal qui s'envole quand Devastator aspire Skids et Mudflap, la mention d'un mystérieux robot peut être aperçu. Donc Shockwave était peut-être déjà actif à cette époque. Bref, beaucoup d'incohérences, mais quelques éléments sympas tout de même, histoire de remettre un peu de respect sur un personnage totalement raté à l'écran. Mais maintenant, passons au plat de résistance. Je vous ai beaucoup mentionné le Shockwave des comics IDW, car les choses qu'il fait là-dedans sont tout bonnement folles, mais je n'ai jamais eu l'occasion de vous détailler vraiment le cheminement d'un de ses plans les plus fous. Quand Shockwave est passé à 2 doigts de devenir aussi puissant qu'un dieu, et qu'un voyage temporel lui a donné l'opportunité d'en devenir un, du moins en apparence. Je tiens d'ailleurs à remercier très chaudement Ada, c'est elle qui a écrit toute la partie que je vais vous raconter là. Je compte sur vous pour la remercier en commentaire, parce qu'elle a relu beaucoup de comics pour écrire tout ça. Bref, sur ce, c'est parti.
Avant de commencer à parler de cette histoire en elle-même, eh bien j'aimerais éclaircir quelques points importants sur le Shockwave des comics IDW1, qui vous aideront à mieux appréhender la personnalité de cette version du personnage. Avant la guerre, Shockwave était un sénateur assez respecté, ayant choisi de protéger les Transformers avec des capacités extraordinaires du régime fonctionniste alors en place. Il se fera malheureusement coincer et subira un Empurrata. L'Empurrata consiste à enlever les mains et la tête d'un Transformer pour les remplacer par quelque chose de moins anthropomorphique, comme des pinces et un simple viseur en guise de visage. Bref, c'est un procédé barbare qui en traumatisera plus d'un. Néanmoins, dans le cas de Shockwave, ce n'est pas la seule chose que le régime fonctionniste lui fera subir. Lui, il sera aussi Shadowplay entre guillemets. Basiquement, on va profondément altérer sa personnalité et lui retirer la moindre once d'émotion. Voilà donc pourquoi Shockwave est froid et calculateur dans cette continuité. Maintenant que je vous ai fourni les éléments permettant de mieux cerner le perso, je peux enfin vous raconter les événements de ces comics. Dans l'arc narratif Dark Cybertron, Shockwave met en place un plan qu'il prépare depuis plus de 4 millions d'années avec la complicité de Jhiaxus. Ouais, si vous pensiez être patient, Shockwave va vous fournir une nouvelle définition de cette qualité. Cet arc débute après la guerre, période à laquelle Shockwave a fini de développer des énergons synthétiques tels que l'Or 14 et bien d'autres. Précision importante, ces énergons de synthèse ont chacun une faculté particulière. Shockwave va donc installer son complexe scientifique à Crystal City, situé dans une caverne. Il arrivera à réveiller un titan et à le téléporter dans cette dernière. L'Or 14, qu'il a au préalable diffusé dans le lieu, va interagir avec l'Or 2, contenu dans le système du Titan, et s'ensuit une sorte de transformation de celui-ci qui sera gentiment appelé un Nécro-Titan. Ça va, vous me suivez toujours? Car ce n'est que le début. Donc, grâce à ça, ce titan et le pont spatial qui l'abrite deviennent un point de passage pour un univers alternatif appelé le Dead Universe. Sauf que, pas de chance, le pont spatial a disparu. Shockwave est donc passablement agacé, car il voulait faire revenir Nova Prime et le Galvatron du Dead Universe. Mais c'est alors qu'il se souvient, eh bien qu'il avait intégré un pont spatial dans le nouveau corps de Megatron, construit plusieurs années auparavant après que ce dernier ait été quasiment entièrement détruit par Optimus. Megatron, d'ailleurs pour info, est à ce stade de l'histoire un prisonnier. Bon, est-ce que vous sentez venir la dinguerie? Il fait donc revivre Metal Hawk grâce à l'Or 14, un énergon qui a cette capacité, et le corps de Metal Hawk du coup est contrôlé à distance par Jhiaxus. Grâce à ça, il récupère Megatron. Étant tout de même un minimum sympathique, il demande à son ancien chef s'il consent à donner son corps pour l'utiliser comme portail. Ce à quoi Megatron répond en gros, hein... Un peu cher, il est fada, lui, oh, tu as craqué, toi? Bien sûr, Shockwave n'est pas du genre à respecter le consentement des autres, alors il ouvre le torse de Megatron, et aussitôt, Nova Prime et Galvatron essayent de se frayer un chemin à travers celui-ci. Ces cases de comics sont vraiment Nightmare Fuel, je tiens à le dire. Malheureusement pour Shockwave, et heureusement pour Megatron, Bumblebee et Soundwave débarquent avec leurs troupes. Megatron referme donc son pont spatial, et seulement Galvatron aura réussi à le traverser. Shockwave envoie alors le Nécro-Titan détruire Yakon. Peu de temps après ça, Bludgeon, Jhiaxus et Monstructor reviennent sur Cybertron avec presque tous les ors. La dernière sera rapportée par Metroplex, téléporté pour combattre le Nécro-Titan justement. Shockwave avait tout calculé. Avec toutes les ors sous la main, il peut désormais mettre en application son plan Regenesis. En combinant toutes les capacités de chaque énergon synthétique, il a la possibilité de contrôler l'univers et la réalité elle-même, désirant alimenter éternellement Cybertron. Sauf qu'il ne manque plus qu'une chose afin de remanier l'univers. Il doit en drainer un second. Et c'est là où l'histoire atteint son paroxysme et où je dois vous dire que j'ai omis volontairement des éléments de cette histoire. Chaque action de Shockwave est calculée. Même lorsqu'un plan semble échouer, c'est en réalité un succès. Il lâche le Nécro-Titan sur Yakon, pas par désespoir, mais parce qu'il savait que Metroplex serait inévitablement téléporté pour le combattre. Il savait que Nova Prime n'aurait pas le temps de traverser le portail, et qu'il serait bloqué dans le Dead Universe. C'est comme si dans sa tête, il y avait des centaines d'embranchements logiques qui menaient tous vers un seul et même point final. Vous voyez la dinguerie qui se trame dans sa tête? Vous comprenez pourquoi ce Shockwave est juste fou? Bon, revenons à l'histoire. Shockwave savait donc que Nova Prime serait tué dans le Dead Universe par Optimus. Avec Galvatron à ses côtés, il a un point d'ancrage du Dead Universe dans chaque univers, lui permettant d'entrer dans la phase finale de son plan. Sauf qu'arrive alors Megatron et Optimus, alors alliés et bien déterminés à l'arrêter.
Les deux opteront pour une tactique assez intelligente, en essayant de retourner la logique froide de Shockwave contre lui-même. Megatron se proclame alors comme Autobot et place l'emblème de ces derniers sur son torse. Optimus, quant à lui, parlera de son amitié passée avec lui, avant son Ampurata. Troublé et confus, la dernière partie de lui possédant des émotions refait surface. Horrifié par ce qu'il voit, horrifié par son plan, il demande à Megatron et Optimus de le détruire, lui et sa machine. C'est le paradoxe de l'histoire de Shockwave. Sa logique devient irrationnelle et donc illogique. Un être doué seulement de logique et sans émotion ne peut pas exister, car rien ne peut le ramener à la raison. Rien à part des émotions peut amener de la rationalité à des actions. Je pourrais ouvrir un sincère débat philosophique sur le sujet, mais je pense que je vais vous l'épargner pour l'instant. Mais l'histoire de Shockwave ne s'arrête pas ici. Oh que non! Alors que tout le monde le pense mort, et que son labo n'est plus désormais qu'un cratère suite à sa destruction, il est en réalité toujours vivant. Il a juste été projeté dans le temps 12 millions d'années plus tôt, sur une planète Cybertron encore primitive et tribale. Une nouvelle opportunité s'ouvre à lui, et cette fois-ci, il a appris de ses erreurs. D'ailleurs, il a réussi à débloquer ses émotions, et ne se fiera donc plus qu'à sa logique pure. Sur une route, il croise puis tue un nomade nommé Onyx, et usurpe son identité. Avant de continuer, j'aimerais faire une petite aparté. Est-ce que vous connaissez le livre Voici l'homme, ou Behold the Man de son titre original? C'est un livre écrit par Michael Moorcock, publié en 1969. C'est un récit assez particulier et qui ne plaira pas à tout le monde, mais je souhaite m'attarder sur son sujet. Le protagoniste est un fervent chrétien qui décide de retourner dans le temps afin de rencontrer Jésus. Sauf qu'il constate que Jésus, c'est juste un adolescent avec un lourd handicap mental, la réalité étant donc bien éloignée des textes sacré. Il décide alors d'usurper l'identité de Jésus et donc de devenir lui-même le prophète, créant ainsi une boucle temporelle et devenant le Jésus que les gens aduleront, dont le lui-même du passé qui naîtra dans le futur. Et ça, c'est exactement ce qui va se passer avec Shockwave. Connaissant le nom d'Onyx, il voit l'opportunité de prendre sa place et va donc devenir le Onyx Prime de la mythologie cybertronienne, l'un des primes originels, créant ainsi une boucle temporelle. Shockwave, ou désormais Onyx Prime, recrute un autre nomade et le nomme Megatronus, et il le forme à devenir un grand maître de guerre. S'ensuit alors une unification des tribus, Shockwave s'assurant de suivre le cours de l'histoire telle qu'il la connaissait, créant même la prophétie Dark Cybertron, dont on a parlé précédemment, et que son lui du passé dans le futur avait tenté de réaliser. Il s'assurera de l'expansion de l'Empire cybertronien, tout en sachant que cela causerait des dégâts et des tensions qui résultent en la trahison de Megatronus. Celui-ci n'était donc rien d'autre qu'un pion et ne le réalisera que quelques instants avant sa mort. Shockwave aura donc comploté chaque instant de l'histoire des Primes et partira de Cybertron après l'arrivée au pouvoir de Nova qui gouvernera la planète. Il sera adulé par les Maximals qui sont cette continuité des Transformers différents avec des modes alternatifs bestiaux. Ceux-ci composeront alors la base de l'armée d'Onyx. Durant l'une de ces expéditions, il trouve l'artefact ayant créé Unicron, le talisman, et s'assure de le mettre en sécurité sur Terre. Ainsi passeront 12 millions d'années, et nous sommes de nouveau dans les temps modernes. Shockwave, enfin Onyx, n'a plus l'histoire et sa boucle temporelle de son côté pour lui dicter et guider ses actions. Il complote de nouveau donc avec son deuxième pupille, Lige Maximo, fraîchement échappé de sa prison. Onyx livre Lige Maximo aux Autobots afin de prouver en quelque sorte sa bonne foi. Une bombe et un complot foireux mèneront ce dernier à révéler sa véritable identité. Une révélation qui ne semble pas tant surprendre Optimus d'ailleurs. Après avoir dévoilé son plan et son parcours, il jette ce dernier dans une faille, le piégeant ainsi dans l'infraspace, pendant un temps du moins. Shockwave sera alors arrêté par Pyramagna et emprisonné jusqu'à l'arrivée du Unicron. L'ancien Decepticon révèle alors avoir empoisonné Cybertron avec la présence du talisman. De ce fait, lorsqu'Unicron dévorera la planète, il mourra, laissant l'univers libre pour être conquis, afin de recréer un empire cybertronien. Sauf que ce fameux talisman sera utilisé pour téléporter les cybertroniens sur Terre, et Unicron arrivera alors dans notre système solaire. C'était la première fois, la toute première fois, que Shockwave échouait véritablement. Alors qu'il venait d'arriver sur notre planète et de l'attaquer avec son armée de Maximals pour en faire sa nouvelle base d'opération, il devait réfléchir à un plan. Mais l'un de ses plus proches soldats, Rhinox, se retourne contre lui, et les Maximals se rangent du côté du Unicron. Ils avaient en effet compris qu'Onyx Prime n'était qu'une façade, que toutes ces divinités et tout ce qu'ils représentent n'ont jamais existé. Alors, puisque tout cela n'existe pas, pourquoi avoir la foi ?
Et pourquoi avoir toujours la foi en Shockwave alors qu'il avait prouvé que ça ne valait rien? Seule l'intervention de Prowl, tuant Rhinox d'un coup de canon, sauvera Shockwave qui considère ce dernier comme son penchant côté Autobots, Prowl étant aussi au centre de tas de manigances et complots en tout genre. Shockwave pense alors que tout est fini et que son plan est au final un échec. Toute l'histoire cybertronienne, c'est lui qui l'a créée, toutes les mythologies de la planète, tout ce qui a façonné la société, dans les bons comme les mauvais aspects, tout émane à l'origine de lui. Le titre même de Prime est sa création. Optimus Prime est lui-même une création de Shockwave indirectement. Tout ce que Shockwave a subi dans sa vie n'était qu'une conséquence de cette boucle temporelle qu'il a créée, de son passé de sénateur aux tortures qu'il a subies. Tout est une conséquence de ses actions. Mais tout n'est pas pour autant lié à lui. La foi, ce n'est pas la foi d'individus envers des forces supérieures, mais avant tout, la foi en eux-mêmes, en ce qu'ils peuvent accomplir. Et même sans force divine, une forme d'au-delà existe bien pour les cybertroniens, un au-delà que Shockwave entrevoit brièvement et qui défie toute sa conception du monde. La destruction du Nikron, que je ne couvre pas en détail ici, vient alors défier tout ce que Shockwave avait prévu. Il est alors emprisonné, ses membres séparés de son corps, ce qui lui laisse le temps de réfléchir à sa condition et son passé. Alors que tout est fini pour lui, et que son premier vrai échec aura été son dernier, il se remémore ses différentes identités, ce à quoi Prowl lui rétorque qu'il n'en a toujours eu qu'une seule. Shockwave bien évidemment. Dans la première continuité d'ADW, Shockwave aura porté plusieurs visages, celui du sénateur gentil et bienveillant, celui du Decepticon froid et logique, et enfin celui d'Onyx Prime. Son histoire globale est assez tragique, c'est un personnage qui, malgré son apparente froideur, semble répondre à des instincts limite primitifs et instinctifs. Chacune de ses actions sont motivées par l'envie de perpétuer l'héritage cybertronien et sauvegarder la survie de son espèce, quitte à le faire de la pire des manières et via des raisonnements que seul lui arrive à suivre. Au final, il aura prouvé que si l'histoire cybertronienne est basée sur des mensonges, ça n'aura pas empêché les habitants de ce monde d'avoir foi en eux-mêmes le moment venu, et dans les différentes valeurs qu'ils possèdent, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Pfiou, ça fait beaucoup. Bon, au début j'avais prévu de vous raconter d'autres histoires dans cette vidéo du jour, mais je pense qu'on va plutôt se laisser là, avec ce gros morceau qu'a été l'histoire complète de Shockwave dans ADW. Enfin, complète, non du coup. Uniquement à partir de l'arc Dark Cybertron, où on prend vraiment la mesure de la folie de ce personnage. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, est-ce que vous aimez ce genre de vidéo, est-ce que vous aimez quand je vous raconte en détail, vraiment dans les moindres petits recoins, certaines histoires de personnages, plus que ce que je fais par exemple dans les focus ou dans d'autres vidéos, plus voilà vraiment dans l'analyse, dans la décortication si je peux dire, de certains éléments, même si voilà, je peux pas rentrer dans chaque numéro de chaque comics, sinon chaque vidéo ferait au moins 30-40 minutes, et c'est pas forcément ce que vous souhaitez je pense. Et puis accessoirement ce serait un petit peu chiant. Bref, dites-moi tout ça en commentaire, vos avis comptent beaucoup, notamment si vous souhaitez un deuxième épisode à l'avenir. Sur ce, c'est tout pour moi, c'était Magnus, on se dit à très vite pour des nouveaux contenus. Bye tout le monde.